Un commentaire de la communauté. Les marchés font bien leur boulot quand on les laisse faire. Votre phrase, ok. La crise des subprimes a montré le contraire. Mais non, c'est le contraire. C'était une crise qui a été créée de toutes pièces par les États, puisque l'État avait fixé le taux d'intérêt à des niveaux débiles. Donc, je veux dire, les États avaient mis des taux d'intérêt à des niveaux zéro. Donc, il y a toute une série de gens qui ont fait à faire des produits à la con pour monter des systèmes de structure. Et puis tout ça, ça ne serait jamais passé si les taux d'intérêt avaient été à des niveaux normaux. Jamais. Et tu sais que, alors... J'ai écrit tout un livre là-dessus, vous pouvez le lire si vous voulez. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que... Ça s'appelle Libéral et non coupable. Plus de la moitié, 60% je crois, des subprimes ont été fabriqués entre le deuxième semestre 2006 et le premier semestre 2007. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, Bernanke, qui était à la tête de la Fed, au lieu de faire monter les taux et de continuer à faire monter les taux, il arrête de les monter. Et donc là, c'est fait, c'est-à-dire qu'on brasse du subprime à qui mieux. Ce qui a permis de dynamiser le marché de l'immobilier aux États-Unis. Non, ce qui a permis de planter le marché de l'immobilier aux États-Unis. Non, je vais vous donner un exemple qui est assez simple. Normalement, dans un système capitaliste, mettons que la rentabilité marginale du capital investi soit à 4, allez, hein. Donc, normalement, les seuls qui devraient pouvoir emprunter, c'est ceux qui ont une rentabilité supérieure à 4. D'accord? Donc, vous mettez les taux à 4, et il n'y a que ceux qui peuvent emprunter qui sont à 4. Et puis, vous avez toute une série de sociétés qui sont à 3, à 2 ou à 1 de rendement. Maintenant, si vous mettez les taux d'intérêt à 0, comme l'avait fait cet imbécile de Bernanke, ou comme l'a fait Madame Yellen, ou comme après, etc., qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens qui vont emprunter ne vont pas emprunter pour acheter une nouvelle machine ou bâtir un nouvel hôtel. Ils vont acheter, s'ils peuvent emprunter à 0, pour acheter une entreprise qui gagne du 2 ou du 3% en prenant du levier. Et comme ça, ils vont gagner de l'argent et vont pouvoir acheter des actifs. Donc quand vous mettez les taux d'intérêt très bas, ça fait monter le prix des actifs. Mais comme plus personne n'investit dans l'économie réelle, ça veut dire que la productivité du travail baisse. Donc les riches deviennent plus riches parce que les actifs montent, et les pauvres deviennent plus pauvres. Mais la dette augmente de façon exponentielle. Et quand la dette s'écroule, ce que dit tout le monde à ce moment-là avec un air fiero, c'est, vous voyez bien que le capitalisme ne marche pas. Et c'est parce qu'ils ont foutu le prix du capital à un faux prix. Donc c'est pas le capitalisme qui marche pas, c'est ce corneau de Bernanke ou de Madame Yellen. Donc encore une fois, arrêtons de mélanger des choses. Ce qui ne marche pas, c'est la Banque centrale. Quand j'avais rencontré Milton Friedman, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, il m'avait dit la première des choses qu'il faut faire, c'est supprimer les banques centrales. Il faut supprimer les banques centrales, c'est des malfaiteurs. Christine Lagarde, vous en pensez quoi? Elle est promue à son niveau des compétences, mais il monte sans arrêt. Principe de Peter, c'est ça? Principe de Peter, mais bien sûr, parce qu'elle continue à la promouvoir. Elle a été au Fonds monétaire national, elle a perdu 80 milliards de dollars en 5 minutes en les prêtant à l'Argentine alors que tout le monde lui avait dit de ne pas le faire, et elle a été immédiatement promue à la BCE, où elle va en perdre des centaines de milliards le jour où l'euro disparaîtra. Donc, si vous voulez, c'est quand même un truc merveilleux. En parlant de l'euro qui disparaît, Monsieur Sapin, vous connaissez Monsieur Sapin? Oui, ça sentait le sapin, oui, il est connu. Il nous a parlé d'un truc qui s'appelle le fonds de garantie des dépôts bancaires, garanti jusqu'à 72 000 euros par compte et par établissement, et que tous ceux qui ont plus de temps sur son compte en banque ont reçu un fameux petit papier comme quoi ils faisaient bien leur travail. Et leur argent était protégé par le fonds de garantie des dépôts bancaires. Quand Monsieur Sapin s'est rendu compte que certains comme vous disaient quand même le fonds de garantie des dépôts bancaires, c'est provisionné à combien? Donc ça fait combien de comptes en banque qui sont garantis? Là, ils se sont rendus compte que bon, l'effet de manche ne fonctionnait pas. Il a dit l'État, grâce à sa signature, pourra démultiplier le fonds de garantie des dépôts bancaires. Mais l'État, c'est nous. L'État, c'est nous. D'accord. Donc la question que je vous pose, c'est si l'euro se vautre, si une banque a des petits problèmes, est-ce que le fonds de garantie des dépôts bancaires, c'est pas un petit peu le pansement sur une jambe de bois pour rassurer tout le monde comme quoi tout va bien? C'est même pas un pansement. C'est-à-dire on te laissera saigner tant que tu pourras. Il faudra faire, mais on le fera pas. En Suède, ils ont eu ça en 92. La Suède a sauté en 92. Peu de gens le savent. La Suède a sauté. J'étais dans le bureau du gouverneur de la Banque centrale le jour où ça sautait. C'était en 92. C'était en automne. Il était très gai. Et je rigole pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Suédois quand les banques ont sauté? Ils ont garanti les dépôts de tout le monde. Personne qui avait un dépôt ne souffrira. Mais par contre,
les actionnaires sont passés à zéro. Et il y a un certain nombre de présidents de banques qui ont été en prison. Et 5 ans après, ils réintroduisaient les banques dans le marché des actions et ils faisaient 6 fois la mise. Donc, mais vous n'allez pas mettre en prison des inspecteurs des finances. À la Libération, il n'y en a aucun qui a été mis en prison, il ne s'est rien passé, ils ont tous été promus. Donc, encore une fois, si vous voulez, vous avez une classe protégée. Regardez quand on a eu la grande crise de 2008-2009, pour la première fois de l'histoire des crises financières, il n'y a pas eu un gars, ni aux États-Unis, ni en Grande-Bretagne, ni en France, qui a été en tôle. Pas un. C'est vous dire l'espèce d'absence de possibilité de mettre ces gens-là en examen. Moi, ce qui me sidère, c'est le fait que tous ces gens-là, il ne leur arrive jamais rien. Ils sont promus au truc suivant. Regardez l'ancienne ministre de la Santé, elle est promue immédiatement à l'Organisation mondiale de la santé à Genève ou je sais pas quoi. Et donc, il y a une classe qui s'est organisée, une espèce d'amnistie permanente. Il peut rien leur arriver. Jamais. Non, mais enfin, il n'y a pas de garantie quelle qu'elle soit. Tu sauteras, c'est tout. On piquera ce qu'il y a sur ton compte et tu sauteras. On fermera les banques. Exactement ce qui s'est passé au Liban. Hein. Tu auras la même chose en France. Alors après, me demande pas la date, j'en sais rien. Mais ça devrait plus tard. Sauter les banques, il suffit simplement de dire aux gars, bah écoutez, non, mais par ça contre, devrait plus tarder, quoi. Le capital des banques, ceux qui ont acheté des actions des banques ou des obligations des banques, ça va à zéro. Et l'État prend 100%. Liban. C'est-à-dire qu'on a nationalisé le système bancaire. Liban. Si la perte est trop importante, ils n'auront pas le choix. Donc, alors, il y a une question qui était passée sur le chat, c'est il faut partir où ? Bah déjà en dehors de l'Union européenne, ce serait pas mal. Ça fait déjà quelques problèmes qui sont. Mais le problème, c'est que c'est le monde entier qui est géré comme ça. C'est-à-dire que c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose au Canada, c'est la même chose. T'as les mêmes partout et qui utilisent les mêmes méthodes au final. Donc finalement t'as pas tellement d'endroits où se barrer. Alors moi je pense que la Suisse est encore un pays qui est démocratique avec des banques qui sont solides parce que c'est des banques privées, parce elles ne sont pas dans le circuit bancaire généraliste que tu connais, BNP et compagnie, Société Générale et autres. Donc et qui sont solides et qui permettront peut-être quand les autres vont vous dire qu'ils sont solides aussi. Quand il y a il y a solide et solide si tu veux. On sait très bien que les banques européennes aujourd'hui, je vais te refaire le truc. En plus, avec la récession qui arrive, donc tu vas avoir pas mal d'obligations qui ne seront jamais remboursées, pas mal de dettes qui ne seront jamais remboursées. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en plus, ils ont une grosse partie de leurs fonds propres qui sont dans des obligations d'État. Mais oui. Ah oui. Donc c'est vraiment le chien qui se mord la queue, quoi. Donc on sait que ces banques-là... qui les financent d'ailleurs. Non ces banques-là vont avoir un pépin. C'est évident. Or, comme elles sont aujourd'hui grosses, très grosses, interconnectées, etc., que c'est des montants extraordinaires, eh bien, tu sais qu'un jour, tu vas avoir un énorme pépin et que là, Monsieur Sapin, avec ses 72 000 balles... Pour dérivés, s'il y a un truc important... va être pour revenir aux produits dérivés, c'est quand même, il faut savoir, c'est le système d'assurance. Dans le système des capitalistes, vous échangez des quantités contre des prix. Et puis, vous avez le futur qui rentre dans le jeu. Donc, si vous pouvez vendre des futurs, en acheter, vous couvrir, etc., c'est ce que fait une entreprise. Et là, il y a tout, dans le système capitaliste que les gens ne comprennent jamais, c'est qu'il y a le système des prix au spot, etc., et puis vous avez tout un système d'assurance et de réassurance, qui est dans le fond tous ces produits dérivés dont tout le monde parle. C'est le petit parchemin. C'est le petit parchemin. Il y en a partout, et ça se passe, et c'est extraordinairement compliqué, personne n'est une chatte, il ne retrouvait pas ses petits, mais ça a tendance à marcher. Donc, le système des produits dérivés, par construction, c'est un système à somme nulle. C'est-à-dire que Air France s'assure auprès de Rosneft pour le pétrole, et Rosneft s'assure auprès de je sais pas qui pour la livraison du pétrole, et puis Air France s'assure chez... Voilà, donc c'est un système qui est en principe à jeu somme nulle. Donc c'est comme si vous disiez, il y a
des milliards et des milliards qui sont à risque dans le domaine des maisons en France qui sont assurées. Oui, mais enfin, avant qu'elles sortent toutes en même temps, etc. Le vrai danger, c'est si quelqu'un intervient avec des grosses paluches et casse la chaîne. C'est-à-dire, Rosneft avait garanti à Air France qu'il vendrait du pétrole à 60, et puis on travaille plus avec Rosneft, donc maintenant Air France doit aller dans le marché se couvrir à 140, quoi, ou à 130. Et ça, c'est ce qui s'est passé quand AIG a sauté dans 2008-2009. C'est-à-dire que c'était un des plus gros réassureurs et eux, ils se retrouvaient en culotte courte. Et c'est là que le gouvernement est intervenu pour empêcher ça. Mais non, sans avoir fait sauter d'abord Lehman Brothers, qui était une imbécilité. Donc moi, ce qui me fait très peur aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont aux commandes qui comprennent pas ce système de réassurance qui est extraordinairement subtil et de réassurance-là, et à qui il faut foutre une paix royale, quoi. Et donc c'est ça qui me terrifie, c'est que je me dis, s'ils interviennent avec leurs gros droits poilus et graisseux dans ces histoires-là, ils peuvent nous déclencher un cataclysme sans même comprendre pourquoi, quoi. C'est ça qui m'étonne le plus. C'est, par exemple, quand on a décidé d'arrêter les transactions avec la Russie, là, le dimanche matin, grande déclaration de l'Europe disant on travaille plus avec aucune banque russe. Très bien. Dimanche, 5h de l'après-midi, ben oui, mais finalement, on va travailler quand même avec 2 banques russes, celles qui sont très actives sur le marché du pétrole à terme, etc., parce que c'est elles qui faisaient les couvertures pour eux. Donc, les mecs, ils ont passé l'ordre le matin de plus travailler, et il y a probablement la Deutsche et la BNP qui ont téléphoné aux gars en disant... La BNP en disant, les gars, je vous signale que si on peut plus travailler avec Rosneft et s'ils n'honorent pas leur truc, nous on saute, hein. Et à ce moment-là, à 5h, panique générale, non, finalement, Rosneft, on va continuer... Bon. Donc, vous dire, mais les gars qui ont pris la décision de tout arrêter avec les banques russes le dimanche matin, ils n'étaient pas au courant de ça? Non. Parce qu'ils n'ont jamais bossé sur un marché financier. Donc, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Non, mais Charles, le problème, c'est ça, c'est qu'ils ne savent pas. Mais donc, on est géré par des incompétents, quoi, c'est ce que tu vas dire. Ah, mais... D'ailleurs, on a qu'à voir les résultats, quoi.